Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Meetup Green Tech 2021. C'est la dernière demi-journée du Meetup qui a démarré mardi en présentiel à Bercy, en présence des ministres et d'un peu plus de 500 personnes. Donc au menu cet après-midi, cette première conférence sur l'intelligence artificielle responsable et la transition écologique qui sera animée par Marc Léaubé et je laisserai se présenter ainsi que l'ensemble des intervenants que je remercie. Et un petit peu plus tard dans l'après-midi, une autre conférence sur la mobilisation de l'innovation et de la data pour la filière de transformation et de valorisation des déchets. Tout au long de l'après-midi, comme depuis le début du Meetup, vous pouvez en plus à tout moment organiser des rendez-vous d'affaires et ce jusqu'à 18 h. Voilà, vous êtes un peu plus de 3200 à participer à ce Meetup. Il y a déjà un peu plus de 1500 rendez-vous d'affaires qui ont été organisés. Et voilà, donc je donne tout de suite la parole à Marc Léaubé pour la première conférence de l'après-midi, Intelligence artificielle responsable et transition écologique. Merci Thomas. Donc déjà, je m'appelle Marc Léaubé, je suis un peu pompeusement directeur de projet IA et transition écologique au ministère de la Transition écologique. Et cette table ronde, c'est l'opportunité que nous avons saisie, et j'en remercie chacun des participants, à une conjonction entre d'un côté la COP26 qui va se tenir à Glasgow sur le climat évidemment, et de l'autre le sommet du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle qui va se tenir une semaine plus tard. Et Nicolas nous racontera pourquoi ces deux choses sont liées. Donc, le sujet va être traité à la façon d'une conversation. On va essayer de rendre ça vivant et intéressant. Et assez classiquement, on va avoir d'abord le niveau international avec Nicolas Miaille, puis le niveau national avec Renaud Vaudel, qui est le coordinateur donc de la stratégie nationale IA, donc manifestement occupé là. Et puis, parce que c'est le meet-up, deux points de vue d'entreprise. D'un côté, Suez, leader mondial dans son métier, qui va nous dire comment ça se passe sur le terrain de façon opérationnelle. Et puis, une start-up qui va nous raconter ce qu'elle fait, de façon à avoir vraiment les deux points de vue d'une petite entreprise et d'une très grande entreprise. Nicolas, vous avez la parole. Marc, et merci à Thomas pour l'introduction. Et bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Miaille et je dirige un petit institut de recherche à but non lucratif qui s'appelle TFS, The Future Society, qui est vraiment en pointe sur les questions d'impact et de gouvernance de l'IA et qui, à ce titre, s'est beaucoup impliqué depuis le départ dans une initiative internationale qui s'appelle le Partenariat mondial pour l'IA, qui a été lancé au départ dans le cadre du G7 avec un leadership franco-canadien, le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Justin Trudeau, qui ensuite fut rallié autour de les différents membres du G7, ensuite étendre ça au-delà du G7. C'est une petite organisation internationale qui est hébergée à l'OCDE et qui rassemble aujourd'hui 19 États membres, dont l'Inde et le Brésil, donc des États qui, sur le plan démographique et économique, pèsent, et qui travaillent sur le fait de mettre en avant des propositions et des projets concrets sur l'IA responsable. Et avec 4 groupes de travail, un sur l'IA responsable, un autre sur la gouvernance de la donnée, un autre sur l'avenir du travail, et un sur l'innovation et la commercialisation, et un sous-groupe plus spécifiquement dédié à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Moi, j'appartiens au groupe gouvernance de la donnée, mais je suis très impliqué dans le groupe de travail IA responsable. Et dans ce groupe de travail, on a lancé à la fin de l'année dernière un comité pour explorer l'intersection entre donc IA responsable et transition écologique. Et pourquoi ça nous a semblé important? Parce que c'est une des interactions les plus puissantes qu'il existe à l'heure actuelle. C'est une articulation qu'il ne faut pas rater. Il y a plein de raisons de penser que l'IA a un potentiel absolument extraordinaire d'apporter des réponses par la famille technologique qu'elle embarque et les performances en matière d'optimisation et de prédiction qu'elle embarque pour accélérer, faciliter la transition écologique. Mais quelque part, mettre au carré transition écologique et transition digitale, à la pointe de quoi on retrouve l'IA, ça n'est pas sans risque. Ça n'est pas sans risque, évidemment, pour l'environnement, avec des problématiques de sobriété énergétique, mais également pour la protection et la promotion des libertés individuelles, de nos valeurs en matière de contrôle démocratique et d'égalité. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, on invente un social scoring vert
qui remettrait en cause, qui nous permettrait vraiment de réaliser des progrès en matière de contrôle des émissions de CO2, mais qui remettrait en cause certaines des valeurs fondamentales qui nous animent. Et donc, ce comité est au travail depuis le début de l'année 2021 et a travaillé tout l'été pour créer une première version d'une roadmap, d'une stratégie pour justement proposer aujourd'hui, on l'a remis, on va la présenter à la COP d'ici quelques semaines, et puis ensuite elle sera lancée officiellement lors de la plénière, le sommet annuel du PMIA, et elle propose une cinquantaine de mesures pour permettre au gouvernement de saisir et d'organiser la coopération internationale sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de partage des données, en matière de partage des infrastructures, en matière de soutien à l'innovation, à la recherche, en matière de soutien au développement industriel, en matière de sobriété énergétique, en matière de montée en compétences, de capacity building, et en matière de coopération internationale, qu'est-ce qu'on peut faire pour capturer le meilleur de cette révolution et gérer les risques. Peut-être quelques exemples de recommandations. Une des recommandations au chapitre coopération internationale vise à voir dans quelle mesure on pourrait lancer un partenariat sur l'IA responsable au service de la transition écologique internationale qui viserait notamment à rassembler des acteurs industriels, des gouvernements au-delà des 19 États membres, des startups, la société civile pour, à terme, lancer de grandes initiatives, par exemple des jumeaux numériques, ces fameux digital twins qui sont des plateformes d'informatique sur le nuage qui mobilisent des gros jeux de données pour proposer de nouvelles méthodes et surtout de nouvelles plateformes de simulation, de modélisation qui sont très importantes si demain on veut pouvoir réconcilier la transition écologique en matière d'émissions de carbone et la préservation de la biodiversité. Si on veut pouvoir créer cette économie circulaire, il va nous falloir inventer des modèles beaucoup plus performants en matière de simulation, beaucoup plus performants en matière de modélisation et qui vont donc embarquer des traitements algorithmiques assez avancés, mobiliser des infrastructures de calcul très importantes. Il y a là matière à discuter, à coordonner les politiques publiques de différents États membres et à mettre en commun, pourquoi pas demain, des ressources. Voilà un exemple de recommandation concrète. Au chapitre peut-être qui pourra donner lieu plus tard, parce que c'est peut-être pas encore mature aujourd'hui, à de la réglementation, on peut typiquement réduire les impacts négatifs de l'IA sur l'environnement. On peut se poser la question de savoir si demain, dans le code des marchés publics, il ne faudrait pas que la puissance publique intègre dans la passation de ces marchés publics des critères comme par exemple de passer des marchés simplement auprès des entreprises qui se sont engagées sur des objectifs de neutralité carbone qui incluent, au-delà du scope 1 et du scope 2, qui incluent le scope 3, qui va plus loin, qui est plus ambitieux, mais pour un petit peu avoir un effet de levier encore plus important sur la façon dont l'informatique en nuage est mobilisée et la façon dont on fait percoler la transition énergétique et l'objectif de neutralité carbone de ce côté-là. Voilà deux exemples, il y a une cinquantaine de propositions et le but maintenant pour nous, c'est de rentrer dans une phase de coordination, de boucle de rétroaction, c'est-à-dire de feedback avec les 19 États membres du PMIA, avec la Commission européenne, puisque l'Union européenne est membre du PMIA, pour essayer justement de créer et de favoriser cette coopération. Une fois qu'on aura, qu'est-ce qu'on va chercher à faire au-delà de cette première phase? Pour nous, le plan de travail pour l'année prochaine, c'est d'apporter plus de granularité et plus de spécificité à cette roadmap. On a voulu créer un cadre général pour embarquer tout un tas d'acteurs, mais il faut aller vers plus de granularité, vers plus de spécificité. On veut aussi étendre le scope vers la préservation de la biodiversité. Ce premier exercice, ce premier rapport, il est concentré sur les objectifs de décarbonation. Il faut, demain, si on veut réussir la captation du carbone, il va falloir se poser la question de la biodiversité. Ça semble évident. Donc, étendre à la biodiversité, c'est quelque chose qui est très important. Donc, en travaillant plus simplement avec le GIEC, mais également avec l'IPBES et avec les autres, avec la COP climat et la COP biodiversité, c'est très important. Et puis, on a adossé cette roadmap à un petit booklet, un petit cahier d'une dizaine de use cases qui nous semblent être importants pour permettre d'incarner, de rendre beaucoup plus concret ce qu'on entend par à la fois les opportunités et les risques de l'IA au service de la transition écologique. Eh bien, ce booklet, il a vocation, pas tout seul, on ne va pas le faire tout seul, on va travailler en collaboration, il a vocation à grandir, à s'étoffer et à devenir quelque part ce qu'on appelle en anglais un living repository, c'est-à-dire un bien commun qui permette aux différents acteurs de venir s'abreuver et voir comment faire émerger ces différentes solutions parce que les business models, les modèles d'affaires ne sont pas encore matures, les chaînes de valeur ne sont pas encore matures, il y a encore beaucoup de travail à faire pour réussir cette révolution. Et puis peut-être enfin, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ancrer encore plus ce travail auprès des différentes organisations internationales avec lesquelles on travaille. Je parlais du GIEC, je parlais d'IPBES,
il y a aussi la World Meteorological Organization, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Enfin, le PMIA, il a vraiment vocation à essayer de créer un point d'ancrage, pas seul, pour faire percoler, faire avancer ces solutions et essayer à terme d'organiser la mise en commun d'investissements, de ressources, de jeux de données, de librairies algorithmiques. Voilà, je vais m'arrêter là, mais j'espère que ça vous donne un petit peu plus à voir sur ce qu'on essaie de faire et vers où on veut aller pour la suite. Merci Nicolas. Alors Renaud a dû avoir un appel urgent. Est-ce que Renaud, on peut compter sur vous? Je te rappelle. Ok, oui, ok sur le sujet, merci. Désolé. Effectivement, je vous laisse vous présenter le sujet qui vous paraît le plus à même d'intéresser cette table ronde. Donc Renaud Vedel, coordonnateur de la stratégie nationale pour l'IA, et en contact à ce titre avec l'ensemble des ministères, dont le ministère de la Transition écologique, dont je me réjouis de coopérer avec tous les jours. Et quel sujet voudriez-vous particulièrement évoquer, en plus de vous être présenté? Qu'est-ce qui vous semblerait être utile à partager pour lancer la conversation? Disons que l'IA est en plein décollage depuis une dizaine d'années en tant que science, en tant qu'outil des sciences, en tant qu'ensemble de technologies extrêmement variées. Et il y a des entrepreneurs qui aujourd'hui ont des cas d'usage très concrets et très intéressants à exposer. Mais elle a des besoins énergétiques extrêmement forts en tant que technologie. Et en même temps, elle a un potentiel d'économie de beaucoup d'énergie et de matière dans les flux physiques pour plein d'autres secteurs. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui de faire la part des choses entre, d'un côté, une gourmandise apparente en énergie qui est défavorable à la transition écologique, si on prend ça comme ça, et en même temps, une contribution majeure potentielle en tant que technologie d'usage général. Donc, il va falloir qu'on mesure ça, qu'on analyse ça, et qu'on regarde l'impact net. Voilà pour problématiser, je dirais, très rapidement les choses. Merci. Donc, Pierre, je vais vous laisser vous présenter et présenter quelques-uns des sujets que votre entreprise entreprend en IA et transition écologique. Votre micro est coupé, Pierre. Une année de confinement n'a pas suffi à me donner l'agilité d'enlever le micro et de le remettre. Merci, donc Pierre Andrade, je suis au sein de Suez, senior vice-président en charge du digital et des solutions décentralisées. Alors, bon, Suez, je vais pas présenter Suez. Suez est un des leaders mondiaux dans les métiers de l'eau et de la gestion des déchets. Bon, il y aura tout à l'heure une table ronde spécifiquement liée aux déchets et à l'intelligence artificielle, donc je vais peut-être me concentrer plutôt sur l'eau dans cette table ronde-ci. Donc la transition écologique, pour nous, c'est un peu notre métier, hein, donc que ce soit dans le monde de l'eau ou dans le monde des déchets. Donc c'est vraiment notre manière de... Enfin, c'est notre propos quotidien, et le digital est depuis un certain nombre d'années en train de complètement révolutionner notre manière d'opérer. Alors, le digital, c'est quoi? C'est l'émergence d'une foultitude de données, hein, qui arrivent tous les jours par millions, et qu'il nous faut analyser pour opérer et faire des choses différemment par rapport à ce qu'on pouvait faire dans le passé. Donc aujourd'hui, si on prend la manière que nous avons d'opérer, on la compare avec ce que faisaient nos grands anciens, c'est absolument... tout ça est absolument différent grâce à l'essor de l'IoT. Donc aujourd'hui, on est capable d'équiper toutes les infrastructures avec des capteurs qui envoient de manière très régulière des données basiques ou des données très sophistiquées. Et puis, les capacités de calcul nous permettent d'analyser toutes ces données pour optimiser la manière d'opérer des infrastructures complexes qui sont, dans le cas de l'eau, des réseaux étendus sur des grands territoires, des usines complexes, ou dans le monde des déchets, l'optimisation de la collecte et du tri et de la gestion des flux de matière. Donc aujourd'hui, si je cherche quelques exemples dans la manière dont l'IA change notre vie ou les services qu'on peut rendre à la collectivité, le fait d'instrumenter les réseaux de distribution d'eau
et les compteurs qui mesurent l'eau permettent aujourd'hui de détecter pratiquement en temps réel des fuites et atteindre des niveaux de rendement de réseau qu'il est impossible d'atteindre sans avoir accès à ces données temps réel permanentes qui nous permettent d'analyser tout dysfonctionnement sur le réseau. Et aujourd'hui, on est capable, avec des nouvelles générations de capteurs qui mesurent la pression dans les réseaux d'eau à très haute fréquence, c'est-à-dire toutes les quelques secondes, avec une algorithmie posée sur cette donnée, on est capable d'analyser les micro-coups de bélier qui peuvent avoir un impact sur la manière dont les tuyaux d'eau vont se comporter et prévoir des fuites qui pourraient apparaître et intervenir avant même que la fuite ne se produise. Aujourd'hui, dans certaines collectivités où l'on opère pour le compte des collectivités, on est capable d'atteindre des rendements de réseau, donc en fait la différence entre l'eau qui est prélevée dans le milieu naturel pour être traitée et potabilisée et l'eau qui est distribuée à l'ensemble des utilisateurs sur un territoire, on est capable d'atteindre des rendements de 97%. Donc en fait, pratiquement du zéro perte, parce qu'on estime que les compteurs ne comptent pas, la somme des erreurs de tous les compteurs font que quelque part on ne peut jamais arriver au 100%, mais 97%, ça veut dire qu'on n'a pratiquement aucun écart entre l'eau qu'on prélève dans le milieu naturel, donc la pression qu'on exerce sur la ressource en eau, et l'eau potabilisée qui est restituée. Ça veut dire abaisser la pression sur la ressource, baisser les réactifs chimiques qu'on va utiliser pour potabiliser l'eau, baisser la facture énergétique parce qu'on ne va pas pomper d'eau plus que nécessaire. Et donc, ça veut dire avoir vraiment un bilan global environnemental parfait. Ça, c'est aujourd'hui ce que l'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle. On est capable de mieux gérer les risques avec une approche déterministe ou statistique, ou même en mélangeant les deux. On est capable aujourd'hui d'avoir des visions très, très intelligentes et d'être capable d'anticiper. Alors, je voudrais prendre un autre exemple qui est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, mais sur lequel on a encore beaucoup à apprendre et qui va peut-être introduire la présentation de Morgane derrière. Donc, produire de l'eau potable ou traiter de l'eau usée, c'est consommer de l'électricité. Donc, le premier coût d'un distributeur d'eau, c'est sa facture électrique. Donc, Suez Eau France, c'est à peu près 1 TWh de consommation annuelle, pour 20% du marché. Donc, vous voyez ce que ça représente au niveau français. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, nous utilisons l'intelligence artificielle pour baisser la consommation. Je l'ai expliqué tout à l'heure en anticipant sur les fuites, mais on le fait aussi lorsque on est capable de mettre en adéquation la production d'eau potable et le tarif d'énergie, et donc d'optimiser le fonctionnement des pompes au bon moment pour pouvoir utiliser l'énergie quand elle ne coûte pas cher, donc en dehors des pointes. Et ça, aujourd'hui, on sait faire. On est capable d'optimiser l'aération dans les bassins d'aération d'eau usée pour traiter les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. On est capable, avec de l'analyse d'images qui nous permettent de mesurer la taille des bactéries, on est capable d'optimiser l'aération pour réduire le turbinage dans les bassins. On peut réduire de 30% le coût d'énergie en faisant appel à des systèmes experts. Donc là, aujourd'hui, on a à disposition des outils pour réduire notre consommation. Demain, il va falloir qu'on soit capable aussi d'effacer notre consommation. Puisque demain, avec la montée des énergies renouvelables dans le mix énergétique des pays, globalement, il va falloir qu'on soit capable soit d'augmenter les capacités de production très rapidement en cas de baisse du solaire ou de baisse de l'éolien à certains endroits, mais si on ne veut pas augmenter la production, ça veut dire redémarrer des usines, l'alternative, c'est d'effacer. Et donc, il va falloir que des acteurs du monde industriel, des gros consommateurs, soient capables d'effacer leur consommation, qui sera l'équivalent d'une mise en production supplémentaire. Et aujourd'hui, pour effacer une consommation, un industriel, il a besoin d'avoir la garantie que quand il va s'effacer, son processus industriel va continuer à fonctionner. Et on pense aujourd'hui que seule l'intelligence artificielle nous permettra d'arrêter de consommer de l'électricité pendant une demi-heure, par exemple, sans que la manière de traiter les eaux usées ne soit endommagée et qu'à la fin,
l'eau qui va être rejetée dans le milieu naturel aura toujours la qualité requise pour n'avoir aucun impact sur la biodiversité et l'environnement. Mais pour faire ça, on va avoir besoin d'une algorithmie pour nous aider à contribuer à cette transition énergétique et à abaisser l'empreinte environnementale du service de l'eau. Voilà, donc c'est quelques exemples de solutions qui existent déjà, qu'on déploie dans le monde entier, et de solutions sur lesquelles on sait qu'il va falloir qu'on travaille pour être collectivement plus intelligents. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez poser vos questions à ceux qui nous écoutent dans le chat. Moi, j'en ai déjà noté plusieurs, mais les auditeurs auront la priorité. Et enfin, Morgane, si vous voulez bien vous présenter et présenter votre entreprise et votre activité. Avec plaisir. Et du coup, je commence par remercier Pierre pour cette très bonne introduction aux enjeux d'intermittence des énergies et de gestion du réseau électrique, puisque je pourrais y revenir juste après. Donc, je m'appelle Morgane Barthaud. Je dirige la startup Météo Swift et on travaille sur des outils de prévision de la production éolienne et solaire. Donc, prévoir la production d'un parc éolien ou d'un parc solaire quelques heures à quelques jours à l'avance. Pour comprendre l'utilité de ces outils, on peut se pencher sur les enjeux d'intermittence qu'on a aujourd'hui. Donc, la principale conséquence, la principale conséquence technique en termes d'équilibre du réseau électrique de la transition énergétique, c'est qu'on passe d'un mix électrique qui était plutôt stable et pilotable, donc basé principalement sur des énergies fossiles ou sur du nucléaire, donc des choses qui sont facilement pilotables, facilement anticipables. Si on veut produire plus, il suffit de mettre plus de carburant. Si on veut produire moins, on met moins de carburant. À un mix électrique qui est beaucoup plus intermittent et qui dépend beaucoup plus de la météo. C'est-à-dire qu'en éolien et solaire, s'il y a plus de vent d'un coup, on va produire plus. S'il y a un nuage, on va produire moins de solaire. Et ça, le réseau électrique doit développer des nouveaux outils pour pouvoir s'y adapter, puisque de l'autre côté, il y a des maisons, des usines, des villes qui ont besoin d'un approvisionnement stable et que par ailleurs, le réseau électrique étant relativement fragile, il doit recevoir une quantité d'énergie à peu près constante au cours du temps pour ne pas être abîmé ou pour ne pas avoir besoin de faire des délestages ou de créer des coupures pour maintenir l'équilibre. Et donc, cet équilibre global, il se fait très bien quand on a toutes les informations la veille. Parce que si on sait la veille de quoi on aura besoin, on va pouvoir mobiliser, justement demander aux centrales nucléaires, par exemple, de s'adapter. On va pouvoir s'entendre avec les pays voisins, avec les interconnexions pour obtenir plus ou moins d'électricité. On va pouvoir mobiliser des moyens de stockage, discuter avec des usines pour faire de l'effacement, des choses comme ça. Par contre, quand on a l'information seulement 5 minutes à l'avance ou qu'on ne l'a pas, c'est là qu'on a un problème et c'est là que les seuls outils à disposition, ça va être, ou en tout cas pour le moment les seuls outils massivement à disposition, ça va être les centrales d'appoint gaz ou gaz ou pétrole qui vont coûter très cher et qui vont être très polluantes. Donc tout l'enjeu de cette transition énergétique en termes d'équilibre du réseau, c'est d'arriver à anticiper la gestion du réseau et notamment anticiper la production des énergies éoliennes et solaires. Et donc nous, on le fait grâce à de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on utilise les données météo et les données en temps réel qui proviennent des parcs pour modéliser le comportement de chaque éolienne ou de chaque module solaire et pour donc prévoir la production de ces panneaux solaires ou de ces turbines éoliennes à l'avance. Pour ce qui peut intéresser cette table ronde, je pense que j'aimerais parler de peut-être un exemple hors d'Europe, dans des contextes de zones peu interconnectées et de microgrids qui peuvent peut-être rejoindre des questions qui sont posées par le Programme mondial pour l'IA. Donc, on a des applications en Europe, mais on a aussi des applications dans des zones peu interconnectées où c'est particulièrement important d'avoir des prévisions parce que le réseau électrique là-bas est très fragile, parce qu'il n'y a pas de grosses unités de production pour le soutenir. Et donc, dans ce cas-là, typiquement, on va associer un asset d'énergie renouvelable avec une batterie et les prévisions vont servir à piloter la batterie ou à vraiment soutenir le réseau, à soutenir la gestion du réseau. Et les problématiques qu'on peut rencontrer dans ces pays-là, c'est que on n'a pas toujours des modèles météo à maille fine qui nous permettent d'avoir les meilleures prévisions. Globalement, pour nourrir nos prévisions, on utilise des modèles météo globaux qui couvrent le monde entier et des modèles météo à maille fine, donc avec une résolution plutôt de 1 km, mais qui sont disponibles que sur certains pays.
Et donc c'est là qu'on s'intéresse, enfin, c'est là qu'on a besoin de mobiliser une autre sorte d'IA pour fournir des prévisions de qualité. Et un de nos projets, c'est de prendre des modèles globaux, de les redescendre en échelle pour obtenir des modèles météo de bonne qualité sur ces pays-là. Et ça, on le fait avec, enfin, en tout cas, nos recherches nous portent sur les notions de digital twins qui ont été évoquées par Monsieur Mialet. Parce que justement, traditionnellement, ces redescentes d'échelle sont faites avec de la dynamique des fluides, donc une technologie qui fonctionne bien, mais qui est très lente et très coûteuse en ressources. Et si on veut pouvoir l'appliquer à l'industrie et notamment à notre domaine, il faut pouvoir en faire un digital twin pouvoir refaire ces calculs de manière moins coûteuse et plus rapide. Donc, c'est peut-être un des sujets qui peut être intéressant dans le cadre de cette table ronde. Et ensuite, je suis très chanceuse d'avoir des personnes autour de cette table ronde qui réfléchissent aux réglementations, à guider les stratégies autour de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Et du coup, je réfléchissais aux questions que je peux me poser dans ma pratique et dans le cadre de cette start-up. Donc nous, on est vraiment du côté applicatif, mais je peux décrire par quoi on est concerné en tant que start-up et par quel questionnement nous traverse. Évidemment, on est très concerné par la question de la sobriété énergétique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est très bien d'utiliser la data, d'utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir un secteur, mais si nos calculs polluent et coûtent cher par ailleurs, ça pose un problème. Et donc, en interne, on se pose des questions, on s'intéresse aux architectures on-demand, c'est-à-dire que le faire des requêtes seulement quand c'est nécessaire, juste avant qu'on ait besoin d'envoyer les prévisions, et ne pas les faire à intervalles réguliers parce que c'est plus sûr et parce que c'est plus facile à coder. Peut-être que quelqu'un souhaitera rebondir là-dessus. On se pose aussi évidemment la question du coût énergétique de l'informatique en nuage, parce que c'est le nouveau standard, enfin, en tout cas c'est ce qui convient le mieux à notre pratique, mais voilà, on a une question sur ce coût écologique. Et enfin, une question qu'on se pose dans notre pratique pour pouvoir fournir des prévisions, c'est l'accès qu'on peut avoir aux données. Et notamment, donc avec quelle facilité on peut obtenir des données météo et avec quelle facilité on peut obtenir des données de réseau électrique ou bien les données qui nous proviennent des parcs éoliens et solaires, et les standards diffèrent d'un pays à l'autre dans ce domaine-là. Merci, beaucoup de questions. Renaud, comme vous avez peu parlé jusqu'à maintenant, vous avez été très, très succinct dans votre présentation. Déjà sur peut-être l'aspect de réglementation, puisque c'est des choses sur lesquelles... Juste pour peut-être élaborer les questions d'IA frugale ou d'IA économe. Le sujet aujourd'hui majeur, et on le voit, et c'est un des sujets sur lequel l'État intervient en soutenant par exemple la recherche, aussi bien la recherche publique que la recherche collaborative avec des entreprises, c'est qu'on est en présence de modèles qui ont besoin de beaucoup d'exemples, qui, une fois entraînés, utilisent tout le modèle pour un exemple, et puis, par ailleurs, qui nécessitent, parce qu'aujourd'hui, les fondements mathématiques de l'IA ne sont pas encore complètement élucidés, on est dans un domaine un petit peu de recettes, etc. Et donc, il y a beaucoup d'opérations de réentraînement, y compris pour régler les hyperparamètres. Donc là, il y a encore aujourd'hui, dans l'IA contemporaine, des problèmes majeurs qui sont de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Et il y a un grand courant de recherche pour réduire la taille des modèles. Et en même temps que je vous dis ça, il y a aussi, simultanément, en ce moment, dans certains domaines, pas tous les modèles, pas tous les cas d'usage, une course aux modèles géants. Et ces modèles géants aussi ont des propriétés intéressantes. On ne peut pas le nier. Mais il existe plein de courants dans lesquels on va réduire la taille des modèles. Je passe les détails, je ne suis pas d'ailleurs moi-même un spécialiste, mais on va faire ce qu'on appelle de la distillation. On part d'un modèle gros et on essaie de faire un modèle plus petit, mais qui va garder le maximum d'informations encodées. On va parler de méthodes de quantisation ou d'élagage. C'est des termes d'ailleurs assez poétiques, mais en gros, on va réduire un petit peu de précision. Donc, plutôt que d'avoir des points avec des virgules, enfin des virgules flottantes en informatique, on va flouter un petit peu ça avec des nombres entiers et ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et pour l'élagage, c'est pareil, on va couper des parties du modèle qui ne sont pas très utiles. Et donc, on va avoir comme ça un arbitrage.
et on rentre dans le domaine de l'efficience, et donc de l'efficience énergétique, entre l'efficacité pure du modèle et puis son coût computationnel. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, la voie de demain, enfin, une des voies de demain dans l'IA. Et le troisième mouvement, c'est aussi d'aller vers des architectures hardware, et là, il faut bien faire le lien entre le logiciel, donc les systèmes d'IA entraînés qui sont des logiciels en réalité, des logiciels informatiques, et en même temps les calculs et les substrats de calcul, et aller vers des architectures, parce que ce qui coûte très cher en informatique, c'est le déplacement de la donnée vers là où c'est calculé. Et donc, il va falloir aller vers des architectures plus proches du terrain, donc ça a été dit d'ailleurs par Morgane, embarquées, vers du edge, pas tout remonter dans le cloud, et aussi des architectures qu'on appelle de systèmes on chips, enfin en gros, où le calcul va être directement dans le composant. Et ça aussi, ce sont des axes de recherche que la stratégie nationale pour l'IA finance. Et alors après, il y a effectivement tout ce qui a été très bien illustré, donc là je vais être beaucoup plus rapide, sur la contribution de l'IA à optimiser, réduire le coût de ce secteur et optimiser. Et là, la puissance publique que je représente aujourd'hui a un rôle majeur de production d'externalités. Et donc, dans ces externalités, il y a effectivement fournir des données en libre accès pour que les entrepreneurs puissent entraîner leur modèle, garantir une égalité d'accès aussi entre les gros acteurs et les petits acteurs, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'accès au calcul est une... Peut-être pas, je l'espère en tout cas, sinon ça serait très inquiétant chez Suez, mais pour des petits acteurs chez les startups, c'est beaucoup plus grave, et chez des acteurs de la recherche aussi. Donc voilà, ça fait partie des... Et donc, un des axes forts de la stratégie dont on est très fier, c'est par exemple le supercalculateur Jean Zay, qui a permis à plein de gens qui n'avaient pas accès à des ressources de calcul importantes de pouvoir y avoir accès, y compris pour faire des projets très gourmands. Dès qu'on parle de simulation climatique, on est vraiment dans des ordres de grandeur importants. En physique, c'est pareil. Et donc, il y a des matières qui sont plus gourmandes que d'autres. Et toute la difficulté des prochaines années, vous parliez des régulations, donc je termine par là, ça va être de trouver des critères d'efficience acceptés et reconnus par tous, qui seront nécessairement en partie à un grand niveau d'abstraction et après faits sur mesure pour tel ou tel secteur. C'est compliqué à organiser, mais c'est bien sûr là-dessus vers là qu'il faut aller. En gros, comment je mesure la performance énergétique d'un modèle. Merci. Je vais peut-être passer la parole à Pierre, parce que l'accès à la donnée, vous avez une activité mondiale. Alors en Europe, nous avons une série de réglementations sur l'accès à la donnée. Je ne vais pas les citer toutes là, et la Commission européenne et la présidente de la Commission a annoncé sa stratégie numérique avec le Green Deal. Comment ça se situe pour vous d'un côté en France et peut-être en Europe, et comment voyez-vous les choses au niveau mondial sur l'accès à la donnée, le respect de la propriété intellectuelle avec nos amis chinois, par exemple, des choses comme ça? Alors, le sujet est complexe. Je dirais qu'on a quand même la chance d'être en Europe. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de porter ce jugement. C'est quand même la zone économique qui a l'approche à mon sens, la plus équilibrée entre la mise à disposition et la protection de la donnée. Il y a un cadre. En France, on connaît les RGPD. Voilà. Donc, on a un cadre qui sécurise la manière d'accéder à la donnée, de protéger sa propriété, etc. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, dans d'autres grandes géographies. Vous avez cité la Chine, mais les États-Unis, c'est pareil. Donc, nous, les grands groupes, le grand groupe, même les petits opérateurs, plus on a un environnement stable sur une échelle large, mieux ça se passe, puisqu'on est capable de développer des solutions et de les déployer sur une zone géographique. Donc je dirais que le fait d'être... Suez est un groupe international, mais qui a le cœur qui bat un peu en France quand même, et donc c'est quand même en France qu'on crée beaucoup des solutions qui ensuite sont poussées ailleurs. Donc le fait d'être dans ce contexte réglementaire clair, stable, et qui
et qui va toujours un peu dans la même direction, hein, qui renforce la sécurité, la protection de la donnée, tout en la laissant quand même ouverte. Donc c'est pas le grand marché, c'est pas la foire d'empoigne, mais on est quand même capable aujourd'hui d'avoir accès à des données de très bonne qualité, bien qualifiées, pour pouvoir développer de l'algorithmie intelligente. Donc l'idéal, ça serait effectivement d'avoir un cadre mondial. Bon, maintenant, je pense qu'il ne faut pas rêver de choses qui ne sont pas atteignables. Déjà, si on a sur le périmètre des 27 un cadre stable qui nous permet d'avancer sereinement, je dirais qu'on est quand même dans une situation plutôt favorable pour développer des solutions qu'on sera ensuite capable d'exporter dans d'autres géographies, parce que en même temps ce cadre fait que les gens qui se développent de manière un peu sauvage, disons sans prendre, on parle d'IA responsable, de respect de la privacy, etc. Bon, on sait bien qu'on a des compétiteurs qui ne sont pas du tout tenus par ces règles-là et qui peuvent être amenés à développer des choses que nous ne pouvons pas faire, que nous ne voulons pas faire, mais en même temps, ils ne peuvent pas venir sur nos marchés puisque justement, ils ne respectent pas les règles que la communauté européenne s'impose et impose à tous les acteurs qui veulent intervenir sur son territoire. Donc, je dirais que voilà, ce cadre-là, cette sécurité-là, je pense, c'est une grande force pour les opérateurs européens en leur permettant de construire sur un périmètre large des solutions robustes qui pourront ensuite être exportées. Voilà. Pierre, mais justement, comme on a Nicolas Miaix, quelle suggestion, quelle proposition aimeriez-vous pousser vers le PMIA en mode informel, en profitant de cette table ronde sur le sujet dont vous venez de parler? Qu'est-ce qui vous aiderait, vous, Suez, et les entreprises européennes, on va dire, mais en tout cas Suez, dans le PMIA, qui vous permettrait d'avoir une activité plus sereine, on va dire, dans IA et transition écologique? Alors, je ne suis pas complètement préparé à cette question. Conversation, vous parlez de data et on voit bien qu'il y a des barrières. Oui, alors autour de la propriété, qui est propriétaire de la donnée, c'est un débat sans fin. Et si je prends les grandes utilities, par exemple, on voit bien les problématiques qu'il y a eu autour du développement des compteurs communicants, par exemple, traités de manière différente quand on parle de l'électricité, ou du gaz ou de l'eau. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir que tout le monde se focalise sur la donnée électrique. Personne ne parle de la donnée gaz ou de la donnée eau, alors je ne vais pas forcément le dire, mais enfin, ce qui est plus révélateur de l'activité humaine, c'est quand même la consommation d'eau et pas la consommation d'électricité, hein, qui est quand même fortement programmable, contrairement à celle de l'eau. Mais bon, donc la propriété de la donnée est un enjeu économique fort sur lequel certains acteurs s'arc-boutent. Je pense que c'est un combat dépassé. En fait. C'est pas en protégeant sa donnée qu'on va être capable d'affronter le futur. On sera plus fort dans le futur quand on traitera bien et on analysera bien la donnée et pas quand on le protégera et on empêchera les autres de venir la voir. Donc voilà, mais en même temps, et c'est là où on a besoin de régulateurs, il ne faut pas que la donnée soit donnée en pâture à tout le monde. Parce que donc, cette espèce d'équilibre, et donc là, Nicolas ou Renaud, je ne sais pas comment il faut peser sur cet équilibre, mais c'est là toute la délicatesse qui est souvent mise en évidence, hein, de fueler la croissance, l'innovation, sans transiger sur la protection de la donnée. Et donc cet équilibre, comment on fait pour le trouver? Ça, je ne sais pas. D'abord Nicolas, puis Renaud. Nicolas au niveau international et Renaud au niveau français, voire européen. Peut-être ancrer tout ça, reboucler entre le niveau international, le niveau national,
le niveau local avec l'industriel et la startup peut être rebouclé autour d'un exemple. Et en plus, ça va être l'occasion d'un petit cocorico, donc on va pas s'en priver. On a un acteur monopolistique, quasi monopolistique, qui s'appelle RTE en France. Bon, RTE est aux avant-gardes de l'exploration de la façon par laquelle on peut embarquer et adopter de façon responsable l'IA pour venir optimiser et prédire la façon dont on pilote un réseau, un gros réseau pour le coup. C'est pas du microgrid, là c'est du macrogrid. Et donc RTE anime depuis 2019 en partenariat, voilà, avec d'autres grands réseaux mondiaux, dont les Chinois, c'est intéressant, avec des industriels, avec des startups et au service d'acteurs les plus innovants dans le réseau, une compétition qui s'appelle Learning to Run a Power Network, qui sert en fait de bac à sable et au centre de laquelle on retrouve une plateforme de simulation avec des jeux de données préparés qui s'appelle Grid2OP et qui a vocation, en fait, parce que c'est une compétition, à servir de bac à sable pour permettre aux acteurs les plus innovants de venir tester leur technologie, de venir démontrer de façon précise la façon par laquelle les algorithmes d'apprentissage par renforcement, typiquement, ou les algorithmes croisés d'apprentissage profond et par renforcement, permettent d'avoir une meilleure performance en matière de prédictibilité et de gestion optimale du réseau. Eh bien, on est là dans un exemple typique de mise en commun, de compétition, de mise en commun de différents acteurs autour d'un acteur public, d'infrastructure avec des jeux de données, du calcul, parce que c'est une plateforme de simulation, il y a du calcul, qui a pour but de faire émerger des nouvelles pratiques, des nouvelles solutions, de nouveaux modèles d'affaires et, à terme, des standards. Clairement des standards. On est, comme le rappelait Renaud, dans des marchés qui ne sont pas du tout matures, dans des chaînes de valeur qui ne sont pas du tout matures. Donc là, on a un exemple, je trouve, tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on a référencé dans notre booklet de use case de collaboration entre des États, des acteurs publics en monopole et différents acteurs de l'économie, que ce soit start-up ou que ce soit industriel. Alors, ça ne répond pas complètement à la question de la protection des données, mais je voulais vraiment rebondir sur cet exemple concret de voilà, comment on articule. Il va falloir aller plus loin. Il faut que ces compétitions, elles s'enrichissent. Il faut aller plus loin. Il faut multiplier ce genre d'exemples et surtout, à terme, être capable d'avoir des frameworks, c'est-à-dire des cas d'analyse précis de la mesure d'impact. On ne sait pas encore aujourd'hui bien mesurer l'impact. Encore une fois, les chaînes de valeur ne sont pas matures. Donc, il faut pouvoir avancer vers ça et mieux mesurer ce qui marche pas, dans quelle mesure ça marche pas, sur le plan énergétique, bien sûr, mais au-delà, sur le plan environnemental. Et la transition écologique, elle va au-delà de la mesure de la sobriété ou de l'absence de sobriété énergétique. Voilà un petit exemple concret. Renaud, vous vouliez intervenir ? Oui, le défi de la donnée, de l'utilisation des données pour l'IA, puisque c'en est l'un des principaux moteurs, il est fondamental. Et tout à l'heure, je l'ai abordé que sur un aspect, mais c'est beaucoup plus riche que ça, ce qu'il faut faire entre nous. Le problème qu'on a, c'est que la transition écologique, elle est tous azimuts. Elle engage les processus productifs, elle engage le logement, le transport, la consommation. Et donc, il va falloir développer des politiques de la donnée au minimum dans deux grandes directions majeures, c'est-à-dire tout ce qui est le secteur industriel ou économique, et d'autre part le niveau des comportements. Donc tout à l'heure, je parlais d'externalités positives. Donc déjà, l'État produit ou reçoit beaucoup de données des acteurs, et il faut qu'il la restitue. Il faut qu'il ait une politique de la donnée ouverte, de la donnée publique, beaucoup plus audacieuse qu'elle n'est aujourd'hui, et beaucoup plus à l'état de l'art en termes de qualité, c'est-à-dire en termes d'API, en termes de qualité, de standards, de métadonnées, etc., pour qu'elles soient vraiment réutilisables par les acteurs de recherche ou entrepreneuriaux. Le deuxième sujet, c'est qu'on voit bien que n'émergera pas un marché de la donnée dynamique s'il n'y a pas un minimum d'action publique pour le susciter et l'encadrer. Par exemple, y compris dans le domaine du B2B, on voit bien qu'il faut des modèles de coopétition, c'est-à-dire que les entreprises seraient prêtes à partager dans un modèle de coopération dans une filière des données, mais elles veulent quand même s'assurer que l'entreprise d'à côté ne va pas leur piquer ses clients. Et donc, il faut des institutions tierces, neutres. Donc, elles commencent à émerger. Et le règlement européen sur la gouvernance des données va donner un statut en prévoyant des garanties et des incompatibilités. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être jugé partie. Et quand on sera intermédiaire de données, il faudra respecter un certain nombre de critères. Donc là, c'est ce que j'appelle les infrastructures du marché. Mais il faut aller, et on voit qu'aujourd'hui, ces marchés sont insuffisamment développés. Et notamment en France, on a encore sous le pied, si je puis dire, par rapport à peut-être des secteurs ou des domaines ou des pays où il y a un peu plus d'avance. Et puis, il n'y a pas que le marché de la donnée, il faut quand même tout un ensemble de communs numériques, d'interopérabilité, de normalisation, d'ontologie, etc., qu'il faut être capable de produire. Et là, la puissance publique, c'est aussi son rôle, mais simplement, il faut qu'elle change, qu'elle passe d'un modèle dans lequel elle produisait des normes par des décrets et des règlements,
à un modèle où elles produisent aussi du droit souple, des API, des contextes, etc. Ça, c'est aussi, pour la puissance publique, et notamment le MTE, un virage à prendre, et ses opérateurs. Et enfin, il y a le troisième sujet, c'est les comportements individuels, parce que c'est majeur comme prescription, dans la consommation, dans nos déplacements, etc., dans notre habitat. Donc là, c'est pareil, il y a aujourd'hui des initiatives, et on peut remercier l'Union européenne de pousser ça. Il y a ce qu'on appelle la portabilité de données, l'altruisme de données. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation? Ceux qui ont les grandes catégories de données qui seraient utiles pour les modèles d'IA dans la transition écologique, c'est principalement les grands acteurs du numérique. Les données de la vie privée, qui les a? Je ne vais pas donner de nom. Les données de la vie professionnelle, qui les a? Je ne vais pas donner de nom. Les données des loisirs, des transports, etc., qui les a? Les données de recherche, les données commerciales, qui les a? Tout ça, c'est des données comportementales et sur lesquelles on peut agir pour aller vers la transition écologique. Mais si l'Europe n'est pas capable de les récupérer, et c'est pour ça que là, on s'est doté d'outils juridiques qu'il faut totalement potentialiser, pour l'instant, ils ne le sont pas, c'est le droit à la portabilité, le droit à la réversibilité dans le cloud, pour que les gens puissent récupérer leurs données quand ils veulent les mettre ailleurs, c'est également l'altruisme des données. Et donc là, on voit qu'on commence à voir émerger des outils juridiques, et il faut absolument, évidemment, les penser avant toute chose pour le principal objectif, si on veut que ce monde soit viable pour nos petits-enfants, c'est la transition écologique. Petit ajout là-dessus, sur ce qu'on essaie de faire très concrètement au PMIA là-dessus. J'en ai pas parlé, mais c'est important de le dire. On a, et notamment avec les Britanniques, pas uniquement, le projet de lancer un pilote dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui vise à répondre. Avoir le modèle juridique, c'est bien. Avoir le cadre légal, c'est très important. Mais avoir le modèle opérationnel, technique et l'infrastructure qui va avec, c'est encore plus important. Or, on n'est pas tout à fait au point là-dessus. Il y a des modèles émergents, au centre duquel on retrouve le fameux modèle de la Data Trust, qui utilise la Trust Law, notamment anglaise, et qui vise en gros à permettre à des individus d'exercer la portabilité de leurs données en mettant en commun, dans un cadre opérationnel et légal, des jeux de données à très forte résolution, donc des données personnelles, pour leur permettre d'exercer les droits afférents à l'utilisation de ces données ensemble, et en déléguant à des professionnels formés, outillés, capables d'engager les négociations avec les grands intermédiaires de données, la capacité de mobiliser ces jeux de données, avec pour but ultime de faire circuler la donnée dans un cadre de confiance, dans un cadre de monétisation raisonnable. Et ce qu'on a pour ambition de faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est de créer un premier pilote d'un data trust appliqué à la transition écologique, en se mettant pour objectif d'avoir donc à mobiliser pas des données B2B, mais des données à très forte résolution, des données compliquées qui sont aussi sur le plan de la recherche et de la mise en œuvre très intéressantes, parce que c'est justement auprès de ces données comportementales qu'on peut voir et qu'on peut peut-être faire émerger des opportunités et des gains de productivité. Alors, je voudrais poser une question à Pierre. Renaud a parlé des différents textes européens qui sont en cours de discussion. L'actualité est assez dense à ce niveau-là en ce moment. Est-ce que vous suivez, ou vos collaborateurs, ces travaux de réglementation qui ont vocation à s'imposer dans l'Union européenne? Est-ce que vous avez des analyses ou des questions à poser? Là, je mentirais farouchement si je disais que je suis tous les jours en train de suivre ça. Non, on n'est pas. Dieu vous en préserve. Moi, je vous écoute et je suis fasciné par tous les sujets que vous évoquez et que vous regardez, et les questions que vous vous posez sur l'intelligence artificielle et ses bénéfices. Alors, je suis impressionné, mais en même temps, je trouve que il y a beaucoup de choses à faire sans se poser toutes ces questions, et qu'il y a des gains immédiats considérables qu'on peut récupérer sans calculer de manière très précise le coût énergétique du cloud. C'est juste de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant, que depuis des millénaires on aimerait faire pour économiser quelques gouttes d'eau ou faire des choses un peu plus intelligentes, et qu'aujourd'hui on est capable de faire. Et donc l'intelligence artificielle, c'est je ne sais pas quelle est sa définition d'ailleurs, mais ça commence tout petit. Enfin, dès qu'on commence à mettre de l'intelligence sur la donnée, pour moi, ça y est, on commence à faire de l'intelligence artificielle. Après, on peut faire des choses excessivement compliquées et avoir de la blockchain. Enfin, après, même, voilà,
quand on parle de la blockchain, du Bitcoin ou de la blockchain, le bilan énergétique n'est pas le même. Donc, en fait, bon, donc on peut mélanger parfois un peu tous les sujets. Donc, c'est vraiment important, effectivement, messieurs, que vous travaillez sur tous ces enjeux pour le futur. Attention à pas brider une dynamique qui est que aujourd'hui, on a des résultats tangibles, immédiats, juste en appliquant un peu d'intelligence artificielle aux données qui sont disponibles. Donc tout ça, ça va croître avec le temps. Moi, mon métier, c'est d'inventer des solutions qui sont directement applicables, commercialisables dans les pays où on opère et qui améliorent la manière de gérer des systèmes complexes d'un service public de base. Aujourd'hui, bien évidemment, on surveille où le régulateur nous amène et les contraintes ou les opportunités qu'il va y avoir. Donc, Marc, pour répondre à votre question, non, je ne suis pas en train de suivre les débats qui ont lieu à Bruxelles et on suit, ce qui se passe à Bruxelles nous impacte au-delà de ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Bien évidemment, les règles sur la potabilité de l'eau, les normes environnementales, la gestion des déchets nous impactent beaucoup plus au quotidien que ces sujets qui sont un peu plus prospectifs. Mais bien évidemment, on surveille ça. Mais voilà, je ne suis pas le nez sur les textes ou les instances qui sont en train de réfléchir. Mais en écoutant ce que vous dites, voilà, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réflexion et moi, ma conviction est que voilà, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, dans les métiers de base que sont la gestion de l'eau, la gestion des déchets, on n'est pas dans la Silicon Valley, hein, on est sur des infrastructures qui ont été créées il y a plus de 100 ans. Et où juste on essaye de gagner 10 ou 20 ans dans la manière de les renouveler ou de les tirer en longueur pour qu'elles continuent à apporter le bénéfice qu'elles sont censées apporter à la collectivité. Et à utiliser l'intelligence artificielle, moi aujourd'hui, je n'ai pas envie de me poser la question trop longtemps sur le bilan global d'accès au cloud, quand je sais que je vais pouvoir demain envoyer mes opérateurs dans telle rue plutôt que dans telle autre, et que s'ils sont là dans cette rue, ils vont réparer des fuites que je n'aurai pas demain. Voilà. Donc en fait, je suis désolé de ramener tout ça un petit peu au ras de la tranchée, mais pour un industriel comme nous, voilà, on choisit des solutions, on choisit l'IA, on prend son coût global, hein, et donc le coût du cloud, le coût du transport de la donnée, le coût énergétique autour de tout ça, pour sortir des solutions opérationnelles effectives à appliquer au jour le jour. Mais voilà. Pierre, je voudrais vous dire que je partage absolument votre avis, c'est-à-dire que il faut faire confiance aux acteurs décentralisés, qu'ils soient publics, non-profit ou entrepreneuriaux, et on sait très bien que le fonctionnement des signaux par les prix, à partir du moment où il y a de l'IA et qu'elle arrive à maturation, ça vous permet, vous, d'optimiser, de réduire les intrants, etc. Et les startups, justement aussi, d'ailleurs, parfois bousculent aussi un petit peu les gros acteurs, justement en allant sur les derniers créneaux de pointe et en essayant de trouver des marchés de niche et de la valeur de niche. Et moi, je me félicite aussi qu'il y ait cette contestabilité, je dirais, économique. Et moi, je suis ravi quand je rencontre des startups. Par exemple, j'en ai rencontré une qui m'a beaucoup marqué, c'est dans le domaine agricole. Ils font de la reconnaissance hyperspectrale par image des végétaux, et ils regardent les végétaux qui sont malades et ceux qui poussent normalement, et du coup, ils adaptent totalement le montant d'engrais ou de produits phytosanitaires. Ça fait des économies pour l'agriculteur qui a moins d'intrants à acheter, ça fait des économies pour la terre qui a moins de ça, j'allais dire un terme grossier mais trivial, mais de produits néfastes à absorber, et c'est bénéficiaire pour tout le monde. Et après, c'est pas à nous de regarder le ROI, tout ça, c'est l'entrepreneur plus le secteur. Après, quand on voit que dans un secteur, il y a manifestement quelque chose qui n'est pas soutenable ou qui est obéi à d'autres logiques qu'une logique circulaire, on arrive, on réglemente, mais à mon avis, il ne faut pas le faire et non plus pas trop se perdre. Je suis absolument d'accord avec vous, dans des calculs en permanence astronomiques, et il y a tellement de variables qu'on n'arrive plus à les faire. Bon, même s'il faut, c'est quand même un peu aussi le rôle de l'administration d'avoir une vision et d'avoir des comptes rendus, d'être capable d'expliquer ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je partage totalement votre point de vue. La confiance envers les acteurs décentralisés, elle est fondamentale dans la diffusion de l'IA. Et je trouve qu'aujourd'hui, la tâche principale de l'État,
avant même la réglementation, c'est d'abord de faire en sorte que le système éducatif fournisse des compétences dont vous avez besoin, parce qu'on s'est aperçu que les technologies ont décollé très vite et que l'appareil de formation a du mal à suivre. Alors, Pierre, pour vous rassurer, si vous avons invité, Morgane et vous, c'est justement parce qu'on se connaît. Moi, je suis un pur technocrate d'administration centrale, donc c'est pour ça que vous êtes là. C'est justement pour contrebalancer le côté national et international qui, par nature, englobe les choses à des niveaux de plus en plus conceptuels en essayant d'être pratique, mais la fonction veut ça. Et vous êtes là, encore une fois, pour nous ramener au plus concret. Et j'avais une question pour vous, parce qu'on est au Meetup. Vos développements en IA, vous les faites en ressources internes, puisqu'on parlait de formation, ou est-ce que vous avez des ressources externes, typiquement des startups? Comment vous arrivez, vous, à répondre à vos besoins? Alors là-dessus, il faut... on fait un peu feu de tout bois, en fait. Donc, on a, bien évidemment, on a des ressources internes. Donc, on a des data scientists. Enfin, voilà, on a des ressources internes. On fait appel à des ressources externes aussi, puisque là, on est sur des populations rares, difficiles à trouver. Donc, on a des ressources externes qui nous aident. Et puis on s'appuie aussi beaucoup sur des startups. Qui ont des bonnes idées. Et, alors certaines, on les rachète, hein, mais c'est pas contre leur souhait. Donc elles sont contentes, ces startups parfois, de rejoindre un grand groupe. Et il faudrait même plus de rachats. Ben, nous, on n'achète pas à tour de bras, mais dans le digital, on a fait 2-3 achats ces dernières années, vraiment d'une expertise, d'un savoir-faire. Souvent, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle. C'est des spin-offs de l'Imperial College, du MIT, etc. Enfin, donc des gens des chercheurs qui ont eu voilà, une idée qu'ils ont transformée en solution. Et puis voilà. Puis la vie d'une start-up, c'est compliqué. Et derrière l'idée, des fois, il y a des efforts non anticipés. Voilà, il a un grand groupe peut arriver en relais. Et donc ça, c'est important pour nous. Ça nous enrichit en termes humains et en termes de propriété intellectuelle. Et ça nous permet, voilà, de faire effet de levier et d'avancer plus vite. Mais après, notre difficulté, mais ce qui est aussi, je pense, une garantie de succès, c'est que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mélanger, d'avoir des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles on a des gens qui viennent purement du digital, des data scientists, des chefs de projet, et des gens qui viennent de nos métiers, donc en fait qui ont le savoir-faire, l'expertise métier, et de ce mélange des expertises, on est capable de créer des services, des solutions, des produits que l'on peut commercialiser. Donc en fait, c'est une espèce d'alchimie assez complexe, mais dans lequel voilà, il faut, j'ai pas la recette, mais il faut un savant dosage entre le savoir-faire historique et les nouvelles technologies. Mais en revanche, même si on est dans un grand groupe comme Suez, ce qu'on essaye de faire, c'est de laisser cet écosystème un peu entrepreneurial vivre à côté, donc sous le parapluie, mais pas englobé et noyé dans le grand groupe, mais à côté. C'est là où on a le meilleur des deux mondes, en fait. C'est qu'on a la taille du grand groupe. Bon. Pardon Pierre, mais parce que je crains qu'on soit coupé assez brutalement dans 3 minutes 26. Pardon, donc je vais vous demander à tous, pardon, je vais vous demander à tous un haut niveau de synthèse. Si vous pouviez en une phrase dire quelle est la conclusion, la synthèse ou le message que vous souhaitez partager pour conclure cette table ronde. Morgane, c'est un exercice difficile, hein, on est d'accord. On pensait avoir un peu plus de temps, mais bon.
La conversation s'est faite. Ben, je pense que synthétiquement, ce que je souhaite dire, c'est qu'il y a des craintes autour de l'intelligence artificielle et de son coût écologique, mais que c'est aussi une vraie opportunité pour opérer une transition écologique. Et en tout cas, on le voit dans le secteur des énergies renouvelables. L'IA permet vraiment d'apporter des outils techniques pour fluidifier la transition énergétique et pour l'accélérer. Et donc, j'espère que l'IA pourra donner ses pleins effets dans les prochaines années, tout en étant encadré par des critères d'efficience et des critères de sobriété. Merci. Pierre? En deux mots, moi je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Renaud un peu rapidement, mais je trouve que c'est assez central. Pour moi, l'intelligence artificielle, pas de doute, c'est quand même un facilitateur, va nous permettre de mieux gérer la transition écologique, mais je pense que l'intelligence artificielle doit être au service de l'humain et donc doit nous permettre de changer nos comportements en fonction de nos propres objectifs. Donc, si notre objectif est celui de la transition énergétique, eh bien, il faut que l'IA soit à notre service pour que nous changions notre comportement, que ce soit individuel ou dans le monde de l'entreprise ou en tant que citoyen, en ayant conscience des conséquences de notre comportement. Et ça, l'intelligence artificielle et ces petits smartphones magiques qui nous déversent des informations en permanence vont nous permettre justement d'adapter notre comportement en ayant conscience des conséquences de chacun de nos actes. Et ça, l'IA peut le faire. Merci. Belle conclusion. Renaud? Le MTE m'a adressé pour information une magnifique feuille de route sur la transition énergétique et l'IA, et mon souhait principal, c'est de revenir l'année prochaine pour qu'ensemble, on rende compte de notre administration, comme le prévoit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Merci. Donc ça me vise directement, si vous n'avez pas tous compris le message. Nicolas? De vue que la révolution de l'IA, elle engage une intensité capitalistique et une magnitude très importante. Moi, je veux bien qu'on parle de petits modèles, mais la réalité telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est celle principalement de l'explosion des modèles et d'une grande intensité capitalistique. Et donc, la coopération internationale pour fonder des standards à minima est essentielle pour nous pour justement réconcilier l'IA au service de l'humain et de la transition écologique et faire cette triangulation. Et ça va demander, ça a l'air conceptuel comme ça, et pourtant derrière ça se cachent des choses très concrètes, et ça va demander un travail d'articulation et de standardisation qui n'est pas facile, mais qu'il faut mener à terme. Merci beaucoup. Je ne ferai pas de conclusion, je ne suis que l'animateur. Et je repasse la parole à Thomas Cotinet, l'animateur de la journée. Il reste 6 secondes. Bravo, merci à tous de votre concision, de votre esprit de synthèse et de cette conversation. Merci à tous les 5. C'était passionnant. Voilà. Et puis, on a pris aussi la liste de courses, dont ta petite incise, Renaud. Mais franchement, vous avez apporté des points de vue très complémentaires. Et on voit bien aussi les défis qui nous restent à relever. Enfin, c'était génial. Je ne serais pas surpris que cette conférence ait beaucoup de succès après en replay. En tout cas, on fera tout pour. Ce petit mot, en fait, pour inviter les personnes qui sont inscrites dans l'événement, s'ils le souhaitent, à nous rejoindre à 15h10 pour la prochaine conférence, donc qui est plus spécifiquement dédiée à la filière de transformation et de valorisation des déchets, qui est en train de s'organiser sous l'impulsion du contrat stratégique de filière, de la Direction générale des entreprises et du ministère de la Transition écologique pour mobiliser encore plus et mieux la donnée au service de l'innovation et de l'impact écologique de cette filière. Donc, c'est à 15h10 avec des représentants de Suez, de 2 startups, d'une startup d'État et de l'ADEME, et que j'aurai le plaisir d'animer. Et encore, merci et bravo à tous les 5. Merci, au revoir.